Chers amis, nous voici de retour à Bordeaux. Cette fois-ci, nous ne sommes pas venus enquêter à l'église Saint-Seurin, qui est le cœur de l'évangélisation du 1er siècle à Bordeaux, avec Monsieur Saint-Fort, le premier évêque de Bordeaux, qui avait été converti puis nommé évêque par Saint Martial, au 1er siècle évidemment. Et non, nous sommes à Sainte-Eulalie, la façade Sainte-Eulalie avec la Vierge, la martyre espagnole, qui est d'Extremadura, près de Lisbonne, mais en Espagne, et qui a fui ses parents et qui est resté fidèle même face à son père, face au gouverneur romain pour garder la foi. Ça fait partie des vierges, des vierges martyrs des premiers siècles de l'Église qui sont un exemple admirable. On a encore le texte de son procès. Mais ce n'est pas tellement Sainte-Eulalie qui nous intéresse ici, c'est plutôt la suite de l'histoire. C'est qu'il y a une chapelle particulière dans cette église Sainte-Eulalie qui s'appelle la chapelle des corps saints. Des corps saints, c'est-à-dire des corps des saints martyrs. Et ces saints martyrs ont été apportés, tenez-vous bien, en l'an 811 d'après un panneau, mais en l'an 878 d'après d'autres historiens, enfin en tout cas au 9e siècle, par le saint empereur Saint Charlemagne, et qui revenait de Roncevaux, de l'échec terrible de la tragédie de Roncevaux. Il avait perdu son neveu, et puis il avait récupéré tous les corps des premiers évangélisateurs de la Novem Populani, comme on disait à l'époque, la Gascogne s'appelait ainsi, c'est-à-dire c'était les 9 peuples primitifs gaulois qui avaient été convertis par les évangélisateurs. Donc la Bigorre, le Béarn, etc., tous ces peuples-là donc, qui étaient convertis. Et donc 7 évêques, sous la direction de Saint Clair d'Albi, qui est mort martyr à Lectoure. Et eux, en fait, ce qui est intéressant, et qui va être la suite de notre enquête, c'est que c'est la deuxième phase de l'évangélisation du 1er siècle. C'est-à-dire ce ne sont plus des envoyés de Saint Pierre ou de Saint Paul, mais de Saint Clé ou Saint Anaclet, à la fin du 1er siècle. Et donc Saint Clair d'Albi et tous ses compagnons sont grecs d'origine. Et comme le pape d'ailleurs, Saint Anaclet. Et c'est pour ça que tout ce monde-là se retrouve à Rome. Et une fois que Saint Saturnin à Toulouse est mort martyr, eh bien ils vont prendre la suite et ils vont continuer à évangéliser. L'évêque Saint Justin de Tarbes, par exemple, dont dépend la grotte de Lourdes, eh bien Saint Justin est un disciple de Saint Clair. Et donc c'est la suite de l'évangélisation. Et Charlemagne arrive ici à Bordeaux. Alors pourquoi est-ce qu'il a voulu que ces reliques soient ici dans ce sanctuaire? On sait qu'il y avait un sanctuaire, mais pourquoi ici on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il y a un tableau qui représente l'arrivée de Charlemagne avec les chasses, les 7 chasses de ses corps, et dont une qui est blanche, qui est particulière, et qui est le chef de Saint Clair. C'est-à-dire qu'on a encore le crâne entier du premier évêque d'Albi, mort martyr à Lectoure. Et dans cette chapelle, qui est côté épître, tout au fond, là, tout près du chœur, on a des chasses monumentales. Et un ami à nous, que nous allons rencontrer bientôt, nous a raconté dans quelles circonstances il a permis en fait la restauration donc, de cette chapelle. Ça, c'était prévu par le gouvernement, les monuments historiques, mais à récupérer les reliques des saints. Et nous espérons pouvoir rencontrer cet ami pour qu'il puisse témoigner dans quelles circonstances il a retrouvé les reliques vraiment par providence. Et elles sont toujours aujourd'hui dans des chasses qui sont magnifiques, qui datent du XVIIe siècle. Et il y a 2 vitraux qui représentent cette histoire dans le fond de cette chapelle. Le premier vitrail, c'est Charlemagne avec son fidèle aumônier, Alcuin, le bienheureux Alcuin, qui était abbé de Ferrières, qui était toujours avec lui. Et on voit Charlemagne en grand habit d'apparat qui est en train de procéder à la bénédiction de la première pierre, qui est bénite par son ami l'évêque Alcuin, bienheureux Alcuin. Et avec toute la cour qui se trouve autour. Et au-dessus, très intéressant, un vitrail qui rappelle une fête qui a été instituée par le cardinal de Sourdis, qui était cardinal archevêque de Bordeaux au XVIIe siècle, 1624 je crois, et qui avait décidé que chaque année les corps saints allaient faire une procession tout autour de la ville. Et donc on voit le cardinal qui tient un bâton, figurez-vous, il tient le bâton de Saint Martial, le bâton que Saint Pierre avait donné à Saint Martial avant toute cette histoire. Eh bien, avant la Révolution, le bâton de Saint Martial était vénéré à la crypte Saint-Seurin qui n'est pas loin d'ici, et c'était le trésor des trésors des archevêques de Bordeaux autrefois. Et puis il est épaulé assisté plutôt par 2 évêques, l'évêque de Périgueux et l'évêque de Limoges qui sont autour de lui. Donc l'évêque de Limoges c'était Saint Martial et l'évêque de Périgueux c'était Saint Front au 1er siècle. Donc on voit que toute cette évangélisation se poursuit par des rituels, des coutumes liturgiques qui se sont déroulé jusqu'à la Révolution, donc c'est très proche finalement, et on en a encore le témoignage dans ces vitraux. Et puis que dire encore sur cette église? De l'autre côté, il y a une autre petite chapelle qui est aussi récente, je pense du XVIIe ou XVIIIe siècle, qui est ravissante, qui est consacrée au Sacré-Cœur, et dans laquelle on a eu la joie de découvrir 2 reliquaires. Le premier de Saint Clément, pape et martyr, Saint Clément qui a donné tant de saints apôtres au 1er siècle, et notamment Saint Denis qui est envoyé par Saint Clément, et tout le nord de la Gaule qui a été évangélisé par Saint Clément,
qui était un converti de Saint-Pierre quand Saint-Pierre était arrivé à Rome, de la famille des Clemens de Rome. Et puis de l'autre côté en face, autre surprise, Saint Crescent martyr. Alors il faudrait étudier davantage, mais il nous semble que c'est tout à fait possible que ce soit le Saint Crescent, disciple de Saint Paul, premier évêque de Vienne, qui avait été associé avec Saint Zacharie, envoyé par Saint Pierre, une histoire qu'on racontera quand on ira enquêter dans la ville de Vienne, là où ils ont fondé toutes ces églises. Et puis devant cette chapelle, il y a deux statues, Saint Pierre d'un côté et Saint Paul de l'autre, et c'est bien parce que Saint Clément c'est le successeur de Saint Pierre d'un côté, et Saint Crescent c'est le disciple de Saint Paul de l'autre côté. Donc on voit que les deux colonnes de l'église, Saint Pierre et Saint Paul, se sont poursuivis par leurs disciples jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes allés vénérer leurs reliques. Il faut aussi mentionner pour Sainte Eulalie une petite anecdote qui ne concerne pas le 1er siècle, mais qui est quand même intéressante. C'est que le père de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Louis Martin, a été baptisé dans cette église. Et donc il y a une statue de Sainte Thérèse où on raconte ce fait. Et puis en dessous, il y a un reliquaire avec des roses qui ont été données par les sœurs de Sainte Thérèse après la mort de Sainte Thérèse, ici dans cette paroisse, en souvenir du baptême du papa de la plus grande sainte des temps modernes, comme disait Saint Pilice. Et voilà, donc on voit comment tous ces trésors sont recueillis par l'Église et les donne encore à ses fidèles. Encore faut-il avoir les yeux, les lunettes, le regard, c'est-à-dire la foi, pour les discerner et pas simplement dire « Ah ben il y a un beau chapiteau, une belle statue, un beau vitrail », et comprendre que toute notre histoire est fondée sur ces trésors qui sont conservés dans ces églises. Et à côté de la statue de Sainte Eulalie, vous avez aussi Sainte Jeanne de France, Sainte Jeanne de Valois, qui aurait dû être reine de France, qui a été reine de France et qui a déposé sa couronne, comme on le voit ici, pour fonder l'ordre des Annonciades. Et il y avait un couvent des Annonciades ici qui a été démoli à la Révolution et beaucoup de souvenirs de Sainte Jeanne de France sont conservés ici dans cette église, notamment une magnifique Vierge, Notre-Dame de l'Annonciade, qui est ici, et puis quelques vitraux et donc cette statue ici. Et de l'autre côté, il y a la bienheureuse Jeanne de l'Estonac, une Vierge aussi de Bordeaux, du 19e siècle, elle, et qui a fondé, je crois, l'ordre de la Sainte Famille avec un bienheureux, et dans lequel une des voyantes de Pontmain sera membre de cette communauté de la Sainte Famille. Voilà, donc c'était pour raconter cette évangélisation de Saint-Clair. Maintenant, il nous faut aller à Albi et à Lectoure pour raconter la vie de Saint-Clair, et puis à Tarbes, mais ça nous l'avons déjà fait, pour raconter Saint-Justin, et puis mentionner les autres, Saint-Sévère, Saint-Babile, Saint-Polycarpe, Saint-Jean et Saint-Géronce. Voilà, tous ces saints qui sont presque inconnus maintenant et qui pourtant ont fondé, ont gravé la foi dans l'âme de nos pères. Voilà, que c'est beau cette histoire de France, que nous sommes heureux de pouvoir encore vénérer leurs traces et pleurer, comme disait saint Ignace quand il était allé sur les traces de notre Seigneur et qui pleurait partout où notre Seigneur était passé. Que les Français viennent à Sainte-Eulalie et partout, et à Périgueux et à Limoges, pleurer sur les traces de nos apôtres, par qui la France a été si belle, si heureuse quand elle était chrétienne, et qu'elle est si malheureuse parce qu'elle est comme le fils prodigue, à manger les caroupes que même les cochons ne mangent pas. Eh bien, il ne tient qu'à nous, Français, de renouer le fil, de reprendre la vieille foi de nos pères, la foi de Sainte Eulalie, de Saint-Clair et de ses compagnons, et puis d'entraîner tous nos amis dans ces pèlerinages pour que revive la France de nos rois et de nos saints. Ainsi soit-il. Alors bon, je prends la parole le premier, puis vas-y, papa. Mon fils complétera, parce que bon, parfois j'ai des oublis, donc on a besoin de la jeunesse aussi. Eh bien, c'est les circonstances familiales qui font qu'on s'occupe d'une église dans le Bazadais, dans le sud-Gironde, dans le diocèse de Bordeaux, l'église de Saint-Léger de Balzon, où il y avait de tout temps à jamais, de temps immémorial, un pèlerinage très connu en l'honneur de Saint-Clair qui réunissait des milliers de personnes chaque année pour le 1er juin, puisqu'on fête Saint-Clair le 1er juin. Et il y avait donc dans notre église un magnifique reliquaire en bois doré avec une relique de Saint-Clair. Et en 1995 ou 90 ou 95, ce reliquaire a été volé et ça a été vraiment une désolation d'avoir perdu cet objet de dévotion insigne. Le maire du village, donc, qui était propriétaire et qui était très désireux de restaurer son église, qu'il a d'ailleurs réussi à faire classer monument historique, je dis bien classé, protégé, il y a 2 niveaux, inscrits ou classés, là c'était classé. Et donc a dit, je vais faire resculpter un buste, ce qu'il a fait,
par un artiste local qui a fait quelque chose de pas mal. Et malheureusement, il est décédé et moi-même, j'ai pris la suite d'une association qui s'appelle les Amis de l'église de Saint-Léger de Balzon, dont il était le président d'honneur. Et j'ai voulu continuer et il fallait qu'on retrouve une relique de Saint-Clair. Mais voilà, où aller chercher une relique de Saint-Clair? Et quel Saint-Clair? Et là, grâce au ciel, après son décès, son épouse me dit, voilà François, c'est pour vous, mon mari m'a dit, tu donneras ça à François. Alors, je prends ce document, qui était un registre sans couverture, et il s'agissait du registre de fabrique de la paroisse de Saint-Léger de Balzon, qui retraçait l'histoire économique et puis l'histoire spirituelle de la paroisse de 1807 à 1890 ou 12. Et donc, en lisant très précisément les informations contenues dans ce livre, j'ai pu voir, je ne sais plus quelle page, la page 66 je crois, justement une note du curé disant « J'ai demandé à l'abbé Duranteau, curé de Sainte-Eulalie à Bordeaux, s'il voulait bien me donner une relique de Saint-Clair. » C'est Parenteau, c'est ça? Ou Parenteau ou Duranteau. Parenteau qui était à Bazas. Ah bon. Toujours, on passe par Bazas à un moment ou à un autre. Alors bon, donc là, on était heureux, on a dit, ben, c'est simple, on va aller à Sainte-Eulalie à Bordeaux. Je prends rendez-vous avec le curé de Sainte-Eulalie et je lui dis, mon père, voilà, j'ai une demande à vous faire, une prière instante. Pouvez-vous nous permettre de bénéficier d'une relique de Saint-Léger de Saint-Clair pour notre église de Saint-Léger? Et alors là, stupeur du père qui me dit, mais monsieur, de qui me parlez-vous? Alors là j'ai été ahuri, mais je lui dis, mon père, mais je vous parle de Saint-Clair. Vous savez que vous avez dans votre église la chapelle des Corsins dédiée à Saint-Clair avec une magnifique deux vantaux sculptés en fer forgé par Charlus, c'est magnifique. Ah oui. Et c'est là. Alors il me dit, écoutez monsieur, quand je suis arrivé curé, il y avait des travaux, les monuments historiques faisaient des travaux, et moi je peux vous dire, oui, je me rappelle maintenant, il y avait des caisses. Peut-être que c'est ce que vous cherchez, mais alors monsieur, j'ai pas le temps. Et ça, il a été sympa. Il m'a dit carte blanche. Et il t'a dit aussi, j'ai dit la messe tous les matins, oui. Mais je n'avais pas remarqué qu'il n'y avait plus rien. Oui, et la chapelle des Corses. J'ai dit, mais pourtant il y a les vitraux. Écoutez, enfin c'est une anecdote. Je vous laisse carte blanche, vous vous en occupez, moi j'ai pas le temps, je vous fais confiance. Alors voilà, carte blanche. Alors là, on est parti. J'ai tout de suite pris contact avec mes collègues conservateurs donc à la mairie de Bordeaux, puisque je suis conservateur du patrimoine. Et alors je lui dis, est-ce que tu as des nouvelles pour me renseigner? Parce que là, je pars à la pêche, mais qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit, je cherche les caisses, voilà ce que m'a dit le curé, qui était dans la chapelle des Corsins. C'est-à-dire les reliquaires, mais oui, parce qu'ils disent caisses, mais parce qu'elles ont une forme de petit sarcophage. Alors il me dit, bon, je vais chercher, puis je vais voir dans les dossiers de la mairie si on trouve quelque chose. Alors, quelques temps après, il me rappelle, il me dit, oui, c'est vrai, tu as raison, je peux te dire, je sais où elles sont parties. Elles sont actuellement chez un restaurateur qui est dans un petit village du Gers. L'atelier 32. À Tillac, l'atelier 32. Ah bon, ben merci. Je téléphone à l'atelier 32, monsieur Lacoste, je crois, le directeur, le responsable, dans ce petit village de Tillac. Et il me dit, ah, que je suis content, monsieur, enfin quelqu'un m'appelle. Quelqu'un m'appelle. Et me débarrasser de tout ça. J'ai ça depuis 12 ans. 12 ans, mais ça fait 12 ans. Mais ça y est, j'ai fini la restauration, il faut qu'on me paye maintenant. Non, c'était payé. C'était payé, mais, oui, mais pas récupéré. Il stockait quand même. Mais gracieusement. Alors il me dit, mais je les ai. Et là, je lui demande, parce que j'avais en réalité ma recherche, c'était les reliques. Alors je lui dis, mais monsieur, est-ce qu'il y avait des reliques à l'intérieur? Ah non. Ah là, il a été catégorique. Pas de reliques à l'intérieur. Alors là, ça a été mon désespoir. Je me dis, tu n'auras jamais de reliques de Saint-Clair.
on avait retrouvé les caisses qui étaient des reliquaires qu'on avait. Les fameuses caisses, voilà. Mais il nous a envoyé des photos, c'était de superbes reliquaires du début du XVIIe siècle en bois doré. Ceux qu'avait fait faire le cardinal de Sourdis pour la grande procession de 1624. Bon, alors j'explique au curé le résultat de mes démarches. Alors monsieur, très bien. Mais alors là, ne me demandez rien de plus, je ne sais rien de plus. Alors vous vous en occupez, carte blanche, je vous fais confiance. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, vous vous en occupez. Alors je repars en quête de savoir où étaient passées les reliques. Alors là, 2 ans passent quand même. Oh, ça a été long, je me suis dit tu ne les retrouveras pas. C'était en attente. Et un jour, ce qui doit arriver arrive. Mon collègue me téléphone, toujours le même. Alors mon cher François, tu sais, on a retrouvé les reliques. J'ai dit comment? Oui, j'arrive tout de suite. Tu as le temps? Oui. Bon, alors je vais le voir. Et il avait un cure-vert noir. Et dans ce cure-vert, des sacs poubelles. J'étais stupéfait. Heureusement, sur chaque sac, il y avait le nom du saint. Le nom du saint, Saint-Clair, Saint-Sevé, sur un papier craft, voilà. Adhésif. Mais ça aurait pu partir à la poubelle 50 fois. Et ça avait été stocké au-dessus des objets trouvés son bureau était du hangar de la ville de Bordeaux. Son bureau était au-dessus des objets trouvés. Peut-être qu'ils étaient là, je ne sais pas. Il ne m'a pas dit d'où ils sortaient. Moi, je n'ai vu que le cure-vert sur son bureau. Alors là, je lui dis, écoute, là, mon cœur palpite, tremble, je ne peux pas résister. Il faut qu'on en ouvre un. Alors il me dit, celui que tu veux, qu'est-ce que tu choisis? Alors j'ai dit, écoute, je vais prendre Saint-Sevé, parce que maman portait le nom, elle s'appelait Mademoiselle Saint-Sevé. Alors j'ai vu peut-être un rapport, je me suis dit, mais c'est celui-là, on ouvre celui-là. Et alors là, ça a été impressionnant, parce que c'était comme des poupées russes, tout était emboîté, et chaque fois qu'on enlevait un sac, premier sac. Dès qu'on ouvre une relique, on met un nouveau sac. Voilà. Et donc il y avait un enchère. On en a ouvert presque 7 emboîtement 8 ou 9. Comme des... Ah oui. Et à la fin, il se délitait presque. Mais non. Alors, plutôt en bon état. À l'avant-dernier, on trouve une boule de parchemin. Qu'on déplie. Oui. Vous étiez tous les deux là? Non, là, mais après on a fait une commission, mais il va la raconter. Voilà. Et alors, c'était un parchemin comme ça, mais en boule. Ça faisait comme une boule dans le creux de la main. J'ai bien. Et avec l'appareil photo, en prenant une photo, on a pu la prendre parce que c'était très bien écrit. Il y avait comme un sceau, c'était un document officiel. Un sceau à froid. Et en le lisant, je reconnaissais bien une date ancienne. Je me suis dit, mais on dirait que c'est François de Sourdis. Mais enfin, on n'est pas allé Juillet plus loin. 1624, ça correspond. Non. C'était pas celle-ci? 608. 24. C'était 1624? Oui, 1608, c'est ici. C'est ici. Bon, voilà. C'est pour ça qu'on est deux, on se complète. C'est ma mémoire. Je dis ça parce qu'on voulait faire les 400 ans. Oui, d'accord. Alors là, mais on n'avait pas encore les reliques. On était presque à l'avant-dernier stade. Et arrive le dernier sac où là, on ouvre. Alors, c'était pas très gros parce que ce qui restait de Saint-Sevé, on en avait distribué tellement, il restait quand même, parce que c'était bien des corps. Alors, il y avait un fémur, peut-être un tibia, des bouts de main, un mandibule, enfin, vous voyez, c'était... Des parties du corps, mais peut-être pas le... Mais j'étais impressionné. Et puis toute une poussière de petits os qui étaient là. Voilà. Et moi je trouvais que c'était... Voilà, j'ai été bouleversé. Et je me suis dit, je ne les ouvrais pas tous seuls. C'est quelque chose de sacré. Voilà. Oui, c'était impressionnant, vraiment. Et j'ai dit, écoute, on referme et puis je vais rendre compte au curé. Alors il m'a dit, d'accord. Et il a gardé, c'est lui qui les a gardés. Moi j'ai dit, je prends rien, tu en es. Et donc je suis revenu voir le curé, je lui ai dit, mon père, nous avons trouvé des reliques. Oui. Oh, il me dit, c'est formidable. N'hésite pas à faire... Et alors, vous ne craignez pas, je lui ai dit, nous voulons faire donc maintenant une commission pour vérifier les reliques, une commission de vérification des reliques. Et on arrive. Alors d'accord, je vous laisse carte blanche, vous organisez votre réunion comme vous voulez, votre commission, carte blanche. Donc ça a continué, carte blanche. Alors j'ai pris là un voisin qui était général,
chirurgien maxillofacial. maxillofacial Le docteur à de la Bruges. Salpêtrière. Enfin, c'était un... Ancien président de la Société archéologique de Bordeaux. Voilà. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, ceux qui pensent qu'il peut y avoir des os de cochon et de poulet, simplement en les regardant, vous pouvez être assurés, on ne fera pas d'erreur. Alors je l'ai remercié, on a constitué notre commission, une cousine supérieure du Carmel de Bordeaux, voilà. Et puis on a créé la commission et on a ouvert tous les sacs des Corsins en 2 séances. Et nous avons fait un travail, description de tous les os, etc. Et on a trouvé dans tous les sacs les authentiques. Et sur ces authentiques, on a pu découvrir que c'était une grande cérémonie qui avait eu lieu à l'occasion de la réunion d'un synode diocésain sous la présidence de Monseigneur de Sourdis, archevêque de Bordeaux, et qui avait voulu honorer l'ouverture de son synode en réinsérant les Corsins de Bordeaux dignement dans des reliquaires neufs et dans une chapelle particulière. Voilà l'histoire de... Je vous passe après tous les détails, mais nous avons ainsi été remerciés par le cardinal Ricard, qui nous a dit, eh bien écoutez, c'est avec grande joie que je viendrai bénir à Saint-Léger de Balzon, votre reliquaire avec la relique. Et puis je lui ai dit, Monseigneur, et tant que vous y êtes, voyez, est-ce qu'on peut vous demander de consacrer l'autel? Et là, il nous dit, mais comment, l'autel n'est pas consacré? Et je lui dis non, parce qu'on a, à l'occasion des travaux dans notre église, remplacé le maître-autel en 1967. Vous voyez, ça fait 55 ans, il n'est pas encore consacré. Eh bien, il me dit, monsieur, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je consacrerai l'autel et je bénirai votre relique. Et on a fait ça avec une grande cérémonie dans la joie de cette voilà, et de cette remise en honneur de ces Corsins qui avaient été sauvés de la destruction par l'empereur Charlemagne. C'est la tradition qui est indiquée dans l'église Sainte-Eulalie. Et ces différents Corsins, c'était les 6 compagnons de Sainte-Claire, c'est-à-dire Saint-Sevé, vous pouvez vous installer pour le concert, Saint-Giron, et à la fin, on fera une photo. Saint-Justin, Polycarpe, Jean Babyle et Babyle. On les a tous? On les a tous. Ah, j'arrive au bon moment, là. Tu arrives au bon moment. Et un détail que seul notre architecte pouvait vraiment comprendre et décrire sûrement, c'est la dentistique de Saint-Babyle, attention, qu'on aurait pu prendre pour une dent de cochon, pour le coup, si on avait été seul. Mais grâce à cet avis plus qu'autorisé, il nous a dit aucun doute, c'est une dentistique, et il a fait une note pour le cardinal, parce qu'on a fait bien entendu un rapport procès-verbal circonstancié qu'on a mis dans qu'on a inséré dans tous les reliquaires, tout a été fait comme il fallait. Et c'est bien une dentistique. Polycarpe avait cette dentistique. Babyle. Babyle. D'où son nom du coup. On s'est demandé si c'était pas un nom qui pouvait évoquer son problème, une malformation de la bouche. Deux dents qui étaient collées l'une à mais qui l'autre. devait lui donner une déformation dans Peut-être que ça lui... Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ça. C'est ce qu'on a pensé. Ça, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, il y avait une correspondance entre le nom et la dentition. Peut-être. Et l'autre point aussi, l'usure des dents. Qui correspondait à l'alimentation justement de la période gallo-romaine, qu'on ne retrouve pas dans les corps postérieurs, qui ont une meilleure dentition, ou plutôt non, qui ont des caries et qui ne sont pas élimés. Et pas de alors que là, l'alimentation de ces premiers temps n'avait pas une farine moulue fine, ce qui fait que ça faisait une érosion sur les dents beaucoup plus marquée. Était plate. Et il n'y avait pas de caries non plus, donc ça évoquait aussi une alimentation sans sucre, etc. D'où l'intérêt d'avoir ces reliques des premiers siècles. En tout cas, ça correspondait à ce qu'on observait. Voilà. Ça pouvait pas être un corps du XVIIe siècle. Par exemple. C'était l'usure dentaire. Et l'usure, voilà, était le signe le plus ancien. Comme si elles avaient été, vous voyez,
comment peut-on dire, meulée. comme si elle C'était avait vraiment un été meulée. rasé parce que je pense qu'il y avait des restes de cailloux dans la farine et ça élimait les dents en quelque sorte. Donc c'est une expérience très forte au niveau religieux et puis c'est aussi un peu comme une enquête policière. Oui. Et moi, mais oui, il m'avait chargé. Attendez, une dernière idée. Il y a à Sainte-Eulalie un tableau où on voit le peintre décapiter Saint-Clair, puisque c'est ça son martyr, avec un cimeterre. Oui. Et ce spécialiste, car nous avons bien entendu le chef de Saint-Clair, bien entendu, parmi ses corps, il y a son chef, et là, il a dit que ça ne pouvait pas être quelqu'un qui aurait été, une tête qui aurait été prise dans un panier de guillotine. C'était au contraire vraiment quelqu'un qui avait été décapité de cette façon. Toutes ces dépositions, vous les avez quoi dessus. Oui, et ça c'est l'analyse du chirurgien maxillofacial. Et voilà. Et en revanche, l'autre document authentique que l'on a trouvé, qui date de 1660, nous dit que à cette époque-là, on a mis la tête de Saint-Clair non plus dans son reliquaire en bois doré, mais dans un reliquaire en argent. Et il y a en Sainte-Eulalie un tableau où on voit Charlemagne, un empereur romain, qui veille au bon déroulement à l'acheminement de tous les corps saints, des corps dans la procession, et il y a sur un de ces reliquaires l'effigie de Saint-Clair en argent. En blanc. Et on ne comprenait pas pourquoi tous étaient en or, en jaune, et celui-là en blanc. Et on a compris grâce à cet authentique que c'était celui de Saint-Clair qui avait été mis dans sa châsse en argent. Et ce tableau est parfaitement identifié et cet authentique corrobore. Voilà. Alors je voulais juste rajouter une dernière chose. L'émotion, en retirant, c'est moi qui ai retiré le crâne de tout. Il y avait de la ouate, du velours, ça avait été vraiment mis avec un soin extrême. Et je tremblais, je me vois encore. Il m'avait fait l'honneur de me faire sortir le chef de Saint-Clair de cette boîte vraiment très précieuse. Et là, j'ai senti aussi, souvent on dit, oh, c'est un corps mort. Là, je sentais qu'il était là. Pour moi, c'était en plus la tête. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est symbolique, mais on se disait, tous ensemble, on se regardait. C'était vraiment un moment très recueilli, un silence extrême. Tout le monde était attentif. Et moi, une émotion d'avoir dans les mains le chef de Saint-Clair. Et vraiment, ça m'a marqué aussi. Extraordinaire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis peut-être qu'un jour on se reverra avec à coup sûr, nous venez à Bazas, Saint-Jean-Baptiste, la cathédrale, Sainte-Véronique et Saint-Martial, raconter toutes ces histoires qui sont presque perdues, mais que, comme quoi, avec un petit peu de recherche et de foi, eh bien, on peut remettre à l'honneur toutes ces vieilles histoires. Pour aujourd'hui. Merci pour votre travail. Merci à vous. Voilà, gardons la foi et l'espérance. Tout à fait.